tous, bienvenue sur Radio J. En ce dimanche après-midi, on refait la semaine continue. C'est le 4e épisode de nos émissions mensuelles avec le philosophe et académicien Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J en ce week-end chargé d'actualité, on va le voir dans un instant. Et nous sommes toujours en compagnie de Gil Mikhaeli, directeur général de Causeur, entre autres, et du magazine Conflit également. Et aussi, bien sûr, avec Eduardo Riancipel, membre du bureau exécutif du Parti Socialiste, co-auteur de La Gauche en commun. Dans un instant, évidemment, ils vont vous interroger sur une actualité, je le disais, chargée. Mais en première partie, j'aimerais que nous revenions, Alain Finkielkraut, sur vos récentes prises de position concernant le jugement rendu au sujet du meurtrier de Sarah Halimi. Celui-ci a profondément choqué une grande partie de ce qu'il est convenu d'appeler les communautés juives aujourd'hui. Vous partagez à l'évidence l'indignation, l'incompréhension de grand nombre de nos auditeurs, Alain Finkielkraut. Oui, mais je ne suis pas... comment dire ? Cette indignation, je ne l'éprouve pas seulement en tant que juif. Mmh. Et d'autres que les Juifs ont été surpris en apprenant qu'il n'y aurait pas de procès pour l'assassin de Sarah Halimi. Et je crois j'ai signé une pétition. Oui. Dans le Figaro. Avec des Juifs et des non-Juifs, comme on dirait. Donc ça, je crois que c'est très important de le souligner. Il ne s'agit pas d'une sorte de réaction communautaire. Mmh. Le problème n'est pas là. Mmh. Cet homme, il s'appelle Traoré, je crois. Oui, tout à fait. N'avait pas d'antécédents psychiatriques. Il a fait déjà de la prison, il était connu des services de police, comme on dit, aucun antécédent psychiatrique. Et d'ailleurs, depuis cette bouffée délirante, il n'est pas tombé dans la schizophrénie ou autre chose. Donc c'est un moment de sa vie. Il avait pris beaucoup trop de hache. Première réflexion, lorsque vous buvez trop d'alcool, c'est une circonstance aggravante. Et là, tout d'un coup, le hache devient une circonstance atténuante. Alors c'est vrai, des témoins ont dû dire qu'il déconnait complètement lors de la nuit fatale. Mais il déconnait et il n'était pas complètement aveugle. On peut être dans un état, disons, psychotique ou proche de la psychose, un état limite, et être en même temps profondément antisémite. En tout cas, il était assez lucide pour renverser, pour battre Sarah Halimi, pour la jeter par-dessus le balcon, alors que quelques minutes auparavant, il était dans une famille camerounaise qui l'a terrorisé, mais il ne lui avait rien fait. Et dans les journées qui précèdent le crime, on sait qu'il a été dans une mosquée réputée pour son extrémisme. Donc quand même, il y a aussi cette ambiance idéologique générale. Il a pété un câble, pour employer une expression vulgaire, mais c'est une juive qu'il a visée. Et j'ajoute que l'un des experts appelés à se prononcer sur son cas, le plus célèbre d'entre eux, d'ailleurs David Zagouri, a dit que son discernement n'était pas aboli, Daniel mais Zagouri, altéré. Oui. Absolument. Ce moment-là, on pouvait prendre l'avis de cet expert pour mettre d'ailleurs la question devant le tribunal. Mais vous savez bien que sur la question du discernement, aussi... tout justifié que soit votre démarche et celle d'Elisabeth Badinter et d'autres intellectuels, il y a évidemment un débat entre les psychiatres sur les conséquences d'un surusage du cannabis. Un certain nombre d'entre eux aujourd'hui, indépendamment de la question de Sarah Halimi, insistent sur le fait que le cannabis en tant que tel provoque un très grand nombre de bouffées délirantes chez des sujets qui ne sont pas par ailleurs schizophrènes ou psychotiques. Oui, d'accord, mais ces bouffées délirantes ne débouchent pas sur l'assassinat d'une femme juive. Voilà. Eduardo Riancipel. Pardon, oui. Gil Mikhaeli. Donc en fait, mon problème avec ces débats, c'est un débat où il y a d'un côté spécialistes, d'un côté des gens qui ne le sont pas. Il y avait Daniel Zagouri, mais après il y avait 2 collèges de 3, donc il y avait 6 autres qui étaient anonymes et qui étaient unanimes à dire que c'était pas un discernement diminué, mais il y avait une abolition. Et pour expliquer encore plus, ce qu'il disait, que
cet homme avait déjà un problème grave qu'ils ont évidemment diagnostiqué après le coup et pas avant, et que une sous-consommation de cannabis a déclenché quelque chose à partir d'une situation déjà fragile. Il n'a pas déclenché n'importe quoi. Il a déclenché l'assassinat d'une juive. Et toutes ces choses-là auraient dû être débattues clairement lors d'un procès. J'ajoute tout de même que les parties civiles ont eu beaucoup de mal à obtenir la qualification de crime antisémite. Et justement, Alain Finkielkraut, est-ce que Ils vous ont pensez... mis 1 an. Justement, Alain Finkielkraut, est-ce que vous pensez que ces difficultés des partis civils à obtenir la qualification de crime antisémite pour le crime commis par M. Traoré montrent que de toutes les institutions de la République, la justice reste celle qui a le plus de mal à admettre la réalité, la profondeur, la force du néo-antisémitisme? Je ne sais pas si il faut distinguer la justice. Je pense qu'il y a une difficulté générale et qui peut même affecter ce qu'on appelle obséquieusement les experts. Oui. Je voudrais vous citer une phrase qui a été prononcée quand on a découvert que l'auteur des crimes de Montauban et de Toulouse s'appelait Mohamed Merah. C'est un journaliste de l'Obs qui a tweeté, je crois, ces quelques mots. Putain, je suis dégoûté que ce ne soit pas un nazi. Il y a un antisémitisme que l'on sait détester. Et là aussi, je m'interroge si un antisémite identitaire qui a fait une bouffée délirante aurait eu le même destin judiciaire que l'assassin de Sarah Halimi. Voilà, il y a un problème. On sait se mobiliser contre l'antisémitisme français, européen, face à l'antisémitisme de gens venus d'ailleurs et qui sont dans une situation de fragilité et de précarité, c'est beaucoup plus difficile. Édouard de Royer-Sipel, vous auriez signé, vous, si on vous l'avait proposé, la tribune d'Alain Finkielkraut et d'Elisabeth Badinter, par exemple? Oui, parce que comme beaucoup de gens dans ce pays, juifs ou non juifs, oui, il faut insister là-dessus. Je suis troublé, pour ne pas dire révolté contre cette décision, ou plutôt l'absence de décision. Pourquoi ? Moi, je suis très respectueux des sciences mentales, de la psychanalyse, de la psychologie, de la psychiatrie. Je respecte les experts. Mais je crois aussi que je dois faire confiance aux juges et qu'ils doivent aussi assumer leurs responsabilités. J'ai un père psychiatre, j'ai une culture psychanalytique comme beaucoup d'entre nous. Je peux savoir ce que c'est des perturbations mentales comme la schizophrénie ou des états limites, et je sais aussi les distinguer des bouffées délirantes occasionnelles et passagères. Ce que j'ai retenu des experts, parce que je les ai entendus, je les ai lus, c'est qu'il y avait part à l'interprétation. Et c'est là où ça pose problème. Il y avait une interprétation possible. On pouvait dire, selon ces des experts, qu'ils n'étaient pas complètement responsables au moment des faits, et d'autres disaient, oui, quand même, on peut, d'une certaine manière, considérer qu'il n'était pas complètement hors de sa conscience, hors de sa vitalité. Pourquoi ? Parce que il avait une psychologie altérée, mais pas complètement, à tel point qu'il a dit des choses qui, en matière d'antisémitisme, sont très claires. Donc moi, j'ai une question à Alain Finkielkraut. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu, pour le moins, mériter un procès pour faire la lumière s'il y avait ou pas antisémitisme, et voir à la fin décider si l'individu était irresponsable ? Bien sûr. Est-ce qu'il fallait juger en amont de l'impossibilité d'un procès, ou au contraire permettre non seulement à la famille de la victime et à la société de creuser cette question puisqu'elle fait débat. On a privé la société d'un débat concret pour savoir jusqu'à quel point quelqu'un est responsable ou pas en matière, en l'occurrence, d'assassinat et d'antisémitisme. Alain Finkielkraut. Justement, c'est ce que j'ai essayé de dire. Il fallait mettre les expertises à l'épreuve du contradictoire. Les parties civiles auraient peut-être cité d'autres psychiatres, je n'en sais rien, mais c'est cela. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de faire un procès comme si on avait décidé à l'avance qu'il était parfaitement lucide au moment des faits. Il fallait mettre cette question en débat. Et on en a frustré la famille, on en a frustré la nation aussi, juifs
et non juifs. Et non juifs. À un moment où quand même, cette question de l'antisémitisme et du néo-antisémitisme, qui a déjà au moins 25 ans d'âge, se pose presque tous les jours. Alors, bien sûr, on peut dire la communauté monte sur ses grands chevaux, elle a tort, on dit que c'est un permis de tuer pour tous ceux qui veulent assassiner des juifs, etc. On peut se moquer de cette attitude, mais pour éviter ce genre de réaction exagérée et paranoïaque, précisément, il fallait un procès. Et celui-ci va nous manquer cruellement. Juste très rapidement. Un mot. Pensez-vous qu'en l'occurrence, on peut avoir le sentiment qu'il y a une sorte de refoulement en l'espèce de la justice, un refoulement de l'antisémitisme qui a l'air quand même caractérisé par l'acte de cette personne? En tout cas, il y en a eu un, puisqu'ils ont mis beaucoup de temps à reconnaître le caractère antisémite de l'attentat, et de l'attentat, on peut dire. Je pense qu'en tout cas, la justice, vis-à-vis de cet antisémitisme, a une difficulté, parce que, on le voit avec certaines prises de position du syndicat de la magistrature, je veux dire, ces délinquants-là, ce type de délinquant est traité avant tout comme une victime. Font l'objet d'une certaine... Il y a une sorte de... Voilà. Donc, Ils font télescopage. Alors, on va passer Guy Michaeli. Non, allez, un petit mot. La question qui s'impose, c'est est-ce que, Alain Finkielkraut, il faut changer la procédure pénale et juger tous les gens considérés? Quelle est la différence? Alain Finkielkraut, vous êtes chez vous, c'est votre émission, allez-y. Oui. Non, écoutez, c'est pas la peine de prendre les choses de manière aussi radicale. Il faut le prendre au cas par cas. Là, il y a une difficulté particulière. C'est pas n'importe quelle bouffée d'éclairance, c'est pas n'importe quel crime. Et donc, là, il fallait le juger, étant donné le type de questions qui continueront à se poser. Alors, on va passer, Édouard Dorian-Sipel, je suis désolé, un deuxième sujet qui marque l'actualité de cette rentrée de janvier, on va dire au sens large, rentrée littéraire aussi, avec le témoignage donc de Vanessa Springora qui raconte la relation qu'elle a eue lorsqu'elle était adolescente avec un écrivain français, Gabriel Matzneff, désormais connu de tous nos auditeurs. Il y a des prises de position très différentes, bien sûr, dans le monde de la culture. Il y a notamment celle du ministre de la Culture, Franck Riester, qui lui a aussitôt, je veux dire, à Gabriel Matzneff, enlevé sa bourse d'aide délivrée par le Centre national du livre il y a quelques années, à laquelle ont droit les écrivains les plus nécessiteux de ce pays. Et il y a des prises de position, je le disais, différentes. Celle de l'éditorialiste de Marianne, Jacques Julliard, l'historien Jacques Julliard. Je vous la lis très succinctement, enfin le début de son éditorial de cette semaine. Il est des faits divers qui en disent plus long sur nos sociétés que bien des événements majeurs. Témoin, l'affaire Gabriel Matzneff. Il ajoute, son vrai talent de plume ne l'empêche pas, une fois dépouillé des prestiges de l'écrivain, d'être depuis des décennies ce que l'on nomme un vieux dégoûtant. L'art n'a que faire de la morale, c'est vrai. On le répète jusqu'à plus soif, à condition d'ajouter que la morale de son côté n'a que faire de l'art. Et Julliard poursuit ce premier paragraphe. La vraie question est donc de savoir pourquoi le même homme porté au pinacle il y a 20 ans est aujourd'hui voué aux gémonies. Parce que l'époque a changé de paradigme, c'est entendu, mais pourquoi et comment? Alors oui, Alain Finkielkraut, pourquoi et comment? Alors, d'abord, Franck Riester est le ministre de l'Inculture et le ministre de la Censure. Pourquoi? Il a fait la même chose pour Roman Polanski, nous laissant entendre qu'il fallait pas aller voir son film, qu'un artiste n'avait pas le droit à l'impunité. Il n'est pas le seul ministre à l'avoir fait d'ailleurs. Hein. Oui, Marlène Schiappa également. Oui, Édouard Philippe a dit qu'il est allé voir le film avec ses enfants. Absolument. Il a sauvé l'honneur du gouvernement. Absolument. Donc, je ne veux même pas entendre parler de Franck Riester. Mais simplement, je voudrais, avant d'énoncer ma position, dire deux choses. Mm-hmm. La première, c'est la phrase du Talmud, célèbre. Quand un accusé est condamné à mort à l'unanimité, il faut tout de suite le relâcher. C'est l'inquiétude devant le phénomène du bouc émissaire, si bien décrit par René Girard. Deuxième chose, et qui va en sens inverse. Attention à ce que j'appellerais la coquetterie du paradoxe. Prendre le contre-pied de l'opinion dominante, c'est gratifiant, mais ça peut être aussi une forme de conformisme. Il y a un conformisme de l'anticonformisme. Certains, aujourd'hui, sont tellement agacés, par exemple, exaspérés même par le politiquement correct, notamment aux États-Unis, qu'ils feraient les yeux doux à Trump. Ce n'est pas la peine. Et j'essaye donc, moi, d'éviter
cet écueil. J'y suis d'autant plus amené que j'ai lu le livre de Vanessa Spangora, et que c'est un livre, si vous voulez, très fort, sauf dans les dernières pages qui malheureusement sacrifient la subtilité au militantisme. Mais elle dit des choses terribles sur sa relation avec Gabriel Matzneff, et il y a cette phrase extraordinaire, elle dit... les choses auraient été très différentes si j'avais été dans sa vie une exception. Comment ne pas lui pardonner alors sa transgression? L'amour n'a pas d'âge, ce n'est pas la question. Elle a compris à un moment donné il voulait avoir des adolescentes en série. Et c'est cela qui a transformé sa relation. Mais alors, Alain Finkielkraut, vous m'autorisez une question? Vous m'autorisez une question à ce stade. Pourquoi cela vous dégoûte-t-il autant que tant de gens, à l'instar de Riester, soient dégoûtés par ce vieux dégoûtant? D'abord, il n'a pas toujours été vieux, donc. Non mais je peux vous dire je reprends l'expression de Julliard. Oui, mais elle est bête. Moi, j'aime beaucoup Jacques Julliard. Je n'ai pas du tout aimé cet article. Quand il a connu Vanessa Spangora, c'était un homme qui portait beau. Il était même ridiculement beau. C'était ça le problème de Matzneff. Il se trouvait beau. Il faisait le beau, mais il était beau. Donc, c'était pas un vieux dégoûtant. Mais justement, on dit, et c'est là que je voudrais amener ma critique, on dit, on fait le procès d'une époque. L'époque du tout est permis, l'époque quasiment nihiliste d'après 68. Sauf que c'était vrai d'une certaine manière. Mais justement, il faut savoir pourquoi et comment. Et je relis le livre de Annie Ernaux, Les années. Un très beau livre. Annie Ernaux, qui n'est pas un auteur agréable sur le plan politique. Les hontes d'hier n'avaient plus cours. La culpabilité était moquée. Nous sommes tous des judéo-crétins. La misère sexuelle dénoncée. Peine à jouir, l'insulte capitale. Tout ce qui avait été interdit, péché innommable, était conseillé. On s'habituait à voir des sexes à l'écran. Le discours du plaisir gagnait tout. Et elle dit, les caresses entre adultes et enfants étaient innocentées. C'est une époque où on voulait, si vous voulez, s'émanciper de la morale bourgeoise et de toute idée du péché de la chair. Oui, sauf que ne pas toucher les enfants, c'est pas que de la morale bourgeoise, c'est du monothéisme pur et simple. Mais je me fous du... non. Mais arrêtez, laissez-moi parler, Alexis. Bien sûr. Ce n'est pas une enfant. Mais bien sûr. Elle n'était pas une enfant. Bien sûr. Mais non, j'essaye simplement de contextualiser les choses. Le plaisir, on découvre qu'il est innocent, et on se dit, à cette époque, c'est Marcuse, que la civilisation est fondée sur la répression. Et on se place dans la perspective utopique d'une civilisation non répressive. Le maître mot, c'est la répression. Évidemment, ça a produit beaucoup d'excès. Et c'est vrai, et il est bon de revenir là-dessus. On est dessoulé, peut-être est-on allé trop loin? Et on est allé trop loin, d'autant plus qu'il y avait à l'époque une espèce de conformisme de la jouissance, une révolution interne à la psyché. Le ça se mettait à occuper la place du surmoi. On était presque contraint de jouir, et en tout cas, on ne voulait pas trouver de mal à quelque type de plaisir que ce soit. Et on ne disait pas que les adultes avaient le droit de se taper des enfants. On disait que les enfants avaient le droit au plaisir, parce qu'il y a une sexualité infantile. Voilà. Et évidemment, il fallait que ça s'arrête, il fallait mettre des limites. Et il est important, en effet, de le faire et d'y réfléchir. Mais on commence déjà à y réfléchir mal. Donc, Julliard parle d'une tribu délirante, et peut-être même d'une époque délirante. Mais nous sommes en train de passer d'un délire à l'autre. Il faut réfléchir à la phrase du Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu. Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais pas la poutre qui est dans le tien. Ou je cite cette phrase de Nicolas Gomez d'Avila, personne ne méprise autant la crétinerie d'hier que le crétin
d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez, toutes les distinctions sont abolies. Maintenant qu'on a découvert la parole de la victime, la distinction entre l'enfant et l'adolescent. Tout d'un coup, Matzneff, en France, je ne parle pas de Manille. Le cas de Manille est différent. En France, est un pédocriminel. Mais ça ne veut rien dire. Il n'est pas pédophile. En France, en tout cas, un homme qui a des relations avec une jeune fille de 13 ou 14 ans qui en redemande n'est pas un pédophile. En plus, on parle de viol d'enfants. Non. Il peut y avoir emprise, il peut y avoir détournement de mineurs. Il n'y a pas viol. En plus, on sacralise depuis MeToo la parole de la victime. Mais une victime peut régler un compte. Une victime peut mentir. C'est le sujet du film La Chasse. Donc, là encore, il faut le contradictoire. Et maintenant, il n'y a plus de contradictoire. Et donc, cette époque va aussi est en train de produire son propre délire. On ne gagne rien à passer d'un délire à l'autre. Alors, Alain Finkielkraut, c'est passionnant. Vous voyez, on vous laisse parler, on vous laisse développer votre... Mais alors, est-ce que, ma question est toute simple, est-ce qu'il n'y avait pas, dans le contexte culturel que vous ressuscitez pour nous dans cette émission, le contexte marcusien, est-ce qu'il n'y avait pas, malheureusement pour beaucoup de contemporains de ce contexte, un continuum entre la sexualité débridée qu'on pouvait avoir avec des enfants de 16 ou 17 ans qui sont effectivement sexuels. Attendez, laissez-moi finir ma question. Est-ce qu'il n'y avait pas malheureusement de fait un continuum entre la banalisation de la sexualité avec des gens de 16 ou 17 ans et la banalisation de la sexualité avec de véritables enfants, c'est-à-dire de 9 ou 10 ans? Est-ce que c'était pas aussi ce contexte-là, malheureusement? Bien sûr, c'était ce contexte-là, mais c'était aussi l'époque où Tony Duvert écrivait ses livres. Il a eu le prix Médicis et c'est un très bon écrivain. C'était l'époque où René Scherrer était mon professeur de philosophie et on peut dire qu'il était quelque peu pédophile. Mais cette pédophilie, qui est effectivement très condamnable, si vous voulez. Là encore, il faut toujours faire des distinctions. Ce n'est pas la même chose d'être du trou, de violer et d'assassiner. Ce n'est pas la même chose de croire que on fait du bien à des enfants en les caressant. Encore une fois, les deux attitudes sont répréhensibles et doivent être punies par la loi. Mais on doit pouvoir penser la différence. Et surtout, notre contexte, si vous voulez, notre fait divers à nous, de cette génération de cette époque, c'est du trou. Du trou, il fournirait. Et bien sûr, c'est très traumatisant. Mais de là à rabattre toutes ces affaires sur l'affaire du trou, il y a un pas à franchir. Mais quel était le fait divers qui obsédait les gens des années 70 et 80 et qui pouvait expliquer certaines pétitions mises en cause par Vanessa Springora, puis par Julliard? Mais c'est l'affaire Gabriel Russier. Il avait 15 ans, son élève, et ils ont eu une relation amoureuse, les parents ont porté plainte, elle s'est retrouvée en prison, elle s'est suicidée. Georges Pompidou a été amené à commenter, il l'a fait avec de très beaux vers d'Éluard. Donc tout cela nous avait marqué aussi à l'époque, et je ne voudrais pas que l'attitude actuelle conduise à ce que de tels phénomènes se reproduisent. Donc, retour à la raison, disait François Bunel, peut-être, mais dans tous les cas de figure, il faut savoir raison garder. Alain Finkielkraut, donc on a encore 2 minutes ensemble avant la petite coupure publicitaire, le temps d'une question d'Édouard de Riancipel. C'est vrai que Vanessa Springora n'était pas un enfant à l'âge des faits, elle était une adolescente. En revanche, vous l'avez signalé vous-même, des enfants, il en a existé. Dans la perversion sexuelle et les abus sexuels de Gabriel Matzneff. En revanche, la loi, elle est claire, y compris du temps de Matzneff. À 15 ans, un adulte n'a pas à avoir des relations sexuelles avec des personnes de moins de 15 ans. C'est une atteinte sexuelle, donc on est un délinquant sexuel dès lors qu'on est un adulte qui a des relations avec une mineure de cet âge-là. Personne ne nie qu'il y a du désir chez des adolescents et même chez les enfants, qu'il y a une vie érotique polymorphe, comme disait Freud, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit justifier la sexualité des adultes à ce niveau-là. Ce que je trouve de fort, parce que c'est pas la même chose. Je voudrais vous interroger sur Vanessa Springora, donc je voudrais quand même qu'on en parle. Je n'ai pas encore eu le plaisir de lire son livre, mais elle ne s'est pas contentée de déclarer à la presse ou de faire une interview ou de sortir avec son histoire. Elle aurait été aussi dévastatrice dans le débat de la société. Elle en a fait un livre
C'est-à-dire qu'elle a été attaquée sur le terrain de la littérature. Elle a été récupérée sa subjectivité, sa personnalité par l'écriture. Est-ce que ce n'était pas la plus belle des réponses contre les agressions dont elle a pu être victime, et y compris la subtilité qu'elle nous invite à penser autour de la question justement du consentement, sur cette ambiguïté et de la responsabilité donc des adultes. Et 3 dernières questions. Franchement, une ordure qui écrit bien et une ordure qui sait pas écrire, ça reste une ordure, n'est-ce pas? Mais Alain Finkielkraut. Et puis, Céline, on publie Voyage au bout de la nuit, mais on publie pas Bagatelle pour un massacre. Oui, mais de toute façon, je ne sais pas si on peut parler d'ordure. Vous dites délinquant sexuel. Je veux bien. Moi, je ne dis pas, que la loi est mal faite. Un adulte ne doit pas avoir de relations sexuelles avec une personne mineure de moins de 15 ans. C'est puni par de nombreuses années de prison. Je ne veux pas sans revenir remise sur de la peine. loi. Mais arrêtez, sans Non, remise de peine. Mais arrêtez. Mais je ne veux pas revenir sur la loi. Je dis que même à l'intérieur de ce domaine, il y a des distinctions à faire. Je plaide pour les distinctions. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Et je crois que c'est très important. Vous avez raison. Et voilà. Et quant à Vanessa Springora, ce livre m'a touché, ce livre m'a ébranlé. Je n'aime pas les dernières pages parce que tout d'un coup, elle refait de Matzneff un pédocriminel, le terme en vogue aujourd'hui, alors que sa relation avec lui est d'un tout autre ordre. Et oui, un consentement, si vous voulez, obtenu d'une mineure de moins de 15 ans laisse à désirer. Ce n'est pas tout à fait un consentement éclairé, c'est vrai, mais ça ne fait pas de l'adulte qui a une relation avec elle, nécessairement un violeur. Le mot de viol n'est pas approprié. Et je vous invite à écouter une très belle chanson de Brassens, La princesse et le croque-note. La princesse a 13 ans, elle demande au croque-note, c'est-à-dire le musicien, elle veut faire l'amour avec lui, c'est elle qui formule, c'est elle qui a l'initiative, comme je crois que ça arrive. Évidemment, Brassens a la bonne attitude, enfin, le croque-note, en l'occurrence, il dit non. Et il revient 20 ans plus tard sur les lieux du crime qui n'a pas eu lieu, et il dit qu'il en conçoit quelques regrets. Là, tout est dit, c'est-à-dire... De l'ambiguïté romanesque, en quelque sorte. Il a raison de fixer des limites, il en conçoit une certaine nostalgie, un certain regret. L'initiative vient de la jeune fille, et si ça avait eu lieu, ça aurait été une relation coupable, et donc pénalisable, ça n'aurait pas été un viol. Alain Finkielkraut, merci beaucoup. C'est toujours On refait la semaine avec vous. On se retrouve juste après une courte page en couleur. Vous êtes toujours sur Radio J en ce dimanche après-midi. On refait la semaine avec Alain Finkielkraut. On le reçoit maintenant tous les mois. À mes côtés, Édouard Dorian-Sipel, membre du bureau exécutif du Parti Socialiste, et Gil Mikhaëli, qui n'est pas au Parti Socialiste, mais qui a le privilège et l'honneur de diriger le magazine Causeur. Alors justement, Gil, nous parlions d'un sujet brûlant. C'est la dite affaire Matzneff. Alain Finkielkraut est très clair dans sa position, mais vous aviez une question à lui poser. J'avais d'abord un constat, et je suis très content qu'Alain ouvre ce débat-là. Je pense effectivement que je mets de côté la loi. Je suis pas un avocat, et ça m'intéresse moi, même si c'est très important, et c'est ça qui compte. C'est pas pareil de désirer une jeune femme de 14 ans et demi qui est légalement interdite, et de désirer une gamine de 4 ans. C'est là où se trouve la faille, la rupture humaine et psychologique. Et effectivement, moi j'ai lu les livres aussi récemment, et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait une relation amoureuse entre une très 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 jeune femme et un homme mûr qui a été terminée quand la jeune femme a découvert que l'homme est pédophile, dans le sens strict du terme. Et quand elle a découvert aussi qu'elle n'était pas une exception. Alors, il y a les deux découvertes. Oui. Mais d'abord, c'est quand elle n'est pas une exception. Oui. Donc elle est blessée. Juste là. C'est-à-dire, là, on aurait pu dire, il y a une très belle série maintenant, je pense que c'est sur Netflix, sur une femme qui découvre la trahison et qu'elle devient folle. Et donc, on aurait pu dire,
une femme de 14 ans qui peut-être avait déjà les psychés d'une jeune femme de 18 ou 19 ans, plus évoluée socialement, qui connaissait du monde, etc., et qui, premier amour, une énorme déception et trahison, ça arrive 3 fois par seconde. Ce qui change les choses, c'est d'abord qu'elle était jeune, mais qu'elle a découvert aussi que son amant va aux Philippines pour consommer. Avec des jeunes gars. prostituées. Exactement. Avec des jeunes prostituées de 10-12 ans. Oui, bien sûr. Et donc, c'est juste le constat. La question est, pour revenir à la période, au procès qu'on fait au 68, qui n'est pas 68, mais peu importe, sociologiquement, ça pèse quoi? C'est-à-dire, on parle d'une période, des gens, etc. Est-ce que 50 millions de Français... Non, ça pèse plus. C'est-à-dire que Julliard, souvent on parle d'une tribu, d'un milieu littéraire dépravé et aristocratique. Ce qui est vrai d'ailleurs, il y avait une sorte d'aristocratisme de l'art. Un artiste a tous les droits, peut tout se permettre. Mais je crois que ça, toucher un point essentiel. Oui, mais c'est essentiel. Cette suridéalisation de l'art et de la littérature dans notre pays. Évidemment, mais c'est un aspect à mon avis mineur. C'est une époque de grands bouleversements des mœurs, si vous voulez. C'est vrai. Il s'est passé quelque chose d'énorme qui ne concernait pas toute la société, mais une grande partie. Si vous voulez, par exemple, mais j'ai un exemple trivial, en tout cas, pour lequel je n'encourrais aucun procès, aucune poursuite du parquet, je crois. Non. On ne mangeait plus sur la table. On mangeait par terre. Vous voyez, on en avait marre des conventions bourgeoise. On faisait la chasse aux conventions, on croyait dans la spontanéité du désir, et aussi cette idée, on mange à table avec une nappe. Non, on mangeait par terre. On pique-niquait dans la salle à manger. Mais vous êtes d'accord et ça se faisait dans les lycées de province. Et on marchait en sabot. Mais il y a ça des se faisait entre les élèves et les professeurs aussi, qui se fréquentaient beaucoup. Et donc c'est quand même un mouvement énorme. Mais Alain Finkielkraut, une question de fond. Il y a des sujets sur lesquels vous acceptez pas l'historicisation. Et vous la refusez même parce que c'est pour vous une façon de noyer le poisson. Certains peuvent avoir le soupçon, ce n'est pas mon cas, mais ils peuvent avoir le soupçon qu'au fond, là, vous êtes en train de pratiquer une historicisation un peu facile. Non, pas du tout, mais vous avez raison de me poser la question. Je me demande, qu'est-ce qui gouvernait les mentalités ? C'est l'idée de répression. La répression était sur toutes les bouches. Qu'est-ce qui gouverne les mentalités aujourd'hui ? Moi, j'essaye de réfléchir aux deux époques, c'est-à-dire puisque deux époques se télescopent, nous avons le moyen justement de penser par nous-mêmes, de n'être tout à fait ni de l'une ni de l'autre. Le concept prévalent de notre époque, c'est la domination. Nous faisons la chasse à la domination comme on combattait la répression naguère. Et on voit la domination partout. Certains parlent d'un retour à l'ordre moral. Non, il n'y a aucun retour. Il y a un nouvel ordre moral qui dénonce sans cesse, ou un néo-puritanisme qui dénonce les prédateurs. Les hommes sont MeToo, Caroline de Haas, tous les hommes, ou presque tous les hommes, sont aujourd'hui vécus comme des prédateurs. Sauf nous trois, on est oui, pas... voilà. Et donc, ça veut dire que quatre. le diable a changé de visage. Le diable, c'était la femme tentatrice. Aujourd'hui, c'est l'homme violeur en puissance. Le pouvoir diabolique est passé d'Ève à Adam. Et je pense, encore une fois, que c'est un délire qui succède à un autre délire. Enfin, un délire dans le puritanisme, mais aussi qui succède à un délire, à une croyance un peu naïve et dangereusement naïve dans l'innocence du désir et du plaisir. Alors, on refait la semaine continue à l'infix. On est toujours avec Édouard de Riant-Sipel et Gil Mikhaëli. Un sujet, on a 4 minutes pour l'aborder, mais il faut qu'on le fasse. Avant Israël, oui, c'est que les Oscars, il y a une nomination aux Oscars d'un beau film qui s'appelle Les Misérables, qui est un film qui, évidemment, reprend l'œuvre magistrale de Victor Hugo et qui a été tourné dans une ville de la Seine-Saint-Denis, 9-3 pour les intimes, Clichy-Montfermeil. Les habitants de cette ville, d'environ 35 000 habitants, au nord-est de Paris, se réjouissent de la consécration de leur ville en difficulté
par ces images du 7e art. Franchement, Alain Finkielkraut, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, non? D'abord, il y a de quoi fêter un chat. Pourquoi? Le film mériterait une analyse un peu approfondie. C'est un film retors qui laisse deux interprétations possibles, un hymne à l'émeute et une critique de cette émeute. Et c'est un film républicain aussi. Non, pas du tout. Non, mais Les Misérables, c'est une œuvre républicaine. Oui, mais justement, c'est un film qui se réclame des Misérables pour dire tout autre chose et qui fait état, c'est en cela qu'il est très intéressant, d'un changement démographique énorme dans les banlieues françaises. Mais surtout, Lajli a été nommé aux Oscars. Et en Amérique, Woody Allen ne peut plus projeter ses propres films. Polanski est banni. Et Franck Riester voudrait qu'il soit banni en France. Aucun problème avec Lajli. Or, ils sont bannis, Woody Allen et Polanski, pour leur dépravation, ou leur prétendue dépravation, ce qu'ils ont fait dans leur vie privée. Causeur nous apprend que Lajli a été condamné pour séquestration et enlèvement. Enlèvement de qui? D'un cousin, d'un homme qui avait eu le malheur... Complicité. De complicité. Il avait le malheur de coucher avec sa cousine. Donc quelque chose qui a à voir avec le crime d'honneur. Et ça, tout d'un coup, c'est un fait dont on ne parle pas, qui n'a aucune importance. Ce deux poids, deux mesures devrait quand même nous inviter à réfléchir. Et de même, la nomination de Spike Lee comme à la présidence du Festival de Cannes est pour moi une source de perplexité. Il n'a pas de passé criminel, il a un passé idéologique très lourd. Certains de ses films sont, si vous voulez, très explicitement Farrakhanien. Antisémites, notamment celui qui s'appelle Insider. Et ça n'a aucune importance. Donc je vois, si vous voulez, une manière pour les progressistes de protéger les leurs, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, qui me semble très préoccupante. Les Misérables, c'est quand même une belle œuvre de Victor Hugo, et c'est une transposition qui n'est pas si méprisable que ça, non, Eduardo Riancipel? Mais c'est pas, moi je parle pas de ça. D'abord, j'ai une question, bien sûr. j'ai une question générale. Moi, j'ai grandi, je suis un enfant de la banlieue française, j'ai grandi à Créteil, et dès les années 90, je crois que ça fait plus de 20 ans en réalité que j'attends que le cinéma français puisse transposer d'une manière ou d'une autre Les Misérables de Victor Hugo sur la réalité de la misère de la France contemporaine. Ça fait 20 ou 30 ans qu'on attend ce film quand on procède de la banlieue. Mais pour revenir, après, chacun jugera l'œuvre. Sur le cas du réalisateur, Lajli, très simplement, je crois qu'il y a peut-être une différence, Alain Finkielkraut. Il a été condamné. Est-ce que Roman Polanski a été condamné pour quoi que ce soit? Certains lui reprochent. Est-ce que Woody Allen a été condamné? Là, on a affaire à quelqu'un qui a, en quelque sorte, payé sa condamnation. Ça n'excuse en rien. Je ne justifie pas ce qu'il a fait. Woody Allen a été blanchi par la justice. Il a été blanchi par la justice 2 fois. Polanski a fait 45 jours de prison aux États-Unis. Il est parti des États-Unis parce que le juge avait trahi sa parole et il a été incarcéré en Suisse. Et celle dont on dit qu'elle est sa première victime, Samantha Geithner, dit que le bruit autour de cette affaire a été pour elle beaucoup plus traumatisant que ce qui s'est passé entre elle et Polanski, et elle l'a félicité pour sa récompense à Venise, et donc se réclamer d'elle pour dire qu'il a commis un crime et qu'il doit payer, c'est vraiment faire de café. J'entends comme vous l'absence de certaines consciences qui peuvent tout à fait attaquer, on peut penser ce qu'on veut, Polanski, le cas l'autre cas que vous venez de citer, et qui sont tout à fait muets sur le cas des Misérables. C'est vrai qu'on manque de subtilité dans le débat public, et je regrette. Ne pensez-vous pas justement qu'il est temps de revenir à ce que vous plaidiez tout à l'heure, c'est-à-dire une capacité de distinction, de discernement, de subtilité pour atteindre la vérité dans chaque cas précis, parce que c'est complexe. C'est le cas. C'est jugé au cas par cas. C'est ce que les Grecs d'ailleurs appelaient la sagesse pratique. Ce que vous reprochez en fait, c'est un détournement d'un certain nombre de situations ou d'œuvres pour des causes idéologiques grossières. Et cette pensée massive. D'un côté comme de l'autre. On raisonne par concept. Alors, je disais tout à l'heure que le nouvel ennemi, c'est le mâle blanc dominant. Le mâle dominateur et prédateur, mais il est forcément blanc.
il est forcément blanc. C'est-à-dire quand il n'est pas blanc, tout d'un coup, c'est ce qui est arrivé à Causeur. C'est-à-dire que on a dit que Ladji était victime de la France-France. La France-France. Et ce mensuel d'extrême droite qui est devenu Causeur. Tout ça parce qu'il a soulevé une question tout en disant que ça ne nous disait rien de la valeur ou non du film. Évidemment, accusation comique quand on sait que cette France-France de Causeur est dirigée par un Israélien qui est Gil Mikhaïli, qui est aussi notre chroniqueur à Radio J. On s'arrête pour une courte pause et on revient ensuite. On part en Israël ensemble avec vous, Alain Finkielkraut. On refait la semaine continue et nous nous envolons pour Israël où nous retrouvons notre correspondante Pascal Zonshine. Pascal, bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour Pascal. Alors, où en est-on dans ce balagan post et pré-électoral maintenant ? Eh bien, Alexis, cette semaine, la politique israélienne aura hésité entre la farce et la tragédie grecque au menu de mariages forcés et un cirque parlementaire. Le cirque, selon la prédiction du président de la Knesset, Yuli Edelstein, s'est déroulé dans le cadre de la commission parlementaire qui a voté à la majorité pour l'examen de la demande d'immunité procédurale de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien et député Likoud a demandé à ses pairs de lui accorder l'immunité pour retarder sa comparution devant les juges après son inculpation pour fraude, abus de confiance et corruption. Alors, sans entrer dans les détails techniques, Netanyahou a présenté sa demande tout en espérant que la Knesset actuelle, dissoute depuis plusieurs semaines, ne pourrait pas l'examiner et qu'elle serait donc reportée jusqu'après l'élection du nouveau Parlement le 2 mars, lui donnant ainsi un répit supplémentaire. Nahum Barnea, dans Idiot Aharonot, revient sur cette séance épique où se sont affrontés les élus de droite et ceux du centre, les premiers déterminés à botter en touche, les seconds à obtenir au plus vite le rejet de l'immunité du Premier ministre, mais tous unis contre le président de la Knesset, que le parti de Gantz accuse de fidélité au Likoud, tandis que le Likoud l'accuse de céder aux menaces des centristes. C'est Edelstein qui doit en effet convoquer l'assemblée plénière qui validera la procédure. Sur le plateau de la chaîne 12 de la télévision israélienne, le président de la Knesset a rappelé à ses détracteurs pourquoi leur menace de destitution ne l'impressionnait pas. L'ancien refusnik qui a passé 3 ans dans un goulag a survécu à des menaces d'un autre genre. Quant aux mariages forcés, ils se sont déroulés à droite et à gauche. Le premier, poussé par le leader centriste Benny Gantz, a vu l'union du Parti travailliste et du Parti Meretz qui se sont finalement résolus à faire la course électorale ensemble pour éviter que l'un d'eux ne reste sous le seuil de représentativité. Dans Idiot Aharonot, l'ancienne députée travailliste Sheli Yachimovitch dénonce pourtant l'hypocrisie de ses pairs. Jusqu'à la dernière seconde, tous appelaient l'union de leurs vœux et une fois qu'elle a été scellée, chacun a expliqué en se bouchant le nez pourquoi il était contre. S'étonne dans sa tribune l'ex-leader travailliste qui en profite pour dresser l'inventaire de tous les problèmes de la gauche israélienne que l'on tenterait de sauver par une greffe d'organes dans un environnement non stérilisé. Le second mariage a scellé, en tout cas provisoirement, l'union entre le parti de la nouvelle droite de Naftali Bennett et celui du foyer juif de Rafi Peretz sous la pression de Benjamin Netanyahou. Sans se concerter, 2 caricaturistes l'ont d'ailleurs illustré de la même façon. Amos Biderman dans Haaretz et Itamar Daoubé dans Yediot Aharonot ont tous les deux représenté Netanyahou, ligotant ensemble les 2 leaders de la droite sioniste. Mais cette alliance, plus encore peut-être que celle qui s'est réalisée à gauche, souligne une crise profonde. Les circonstances dans lesquelles elle s'est conclue portaient d'ailleurs tous les ingrédients d'une mauvaise tragédie, avec ses coups bas, ses revirements et sa trahison finale. Ce n'est pas le sionisme religieux, mais le cynisme religieux que l'on a vu à l'œuvre. Brocard de Kalman Lipskin dans Maariv, car pour conclure ce mariage, il aura fallu au Rav Rafi Peretz revenir sur sa parole et rompre l'alliance qu'il avait passée avec le petit parti ultranationaliste d'Itamar Ben-Gvir, qui a d'ailleurs accusé son ex-partenaire de l'avoir poignardé dans le dos. Dans Makor Rishon, Yair Sheleg estime que c'est l'ensemble de la société religieuse sioniste qui a perdu le cap. Plutôt que de se préoccuper de renforcer son propre secteur, elle doit renforcer l'ensemble de l'identité juive et de l'identité israélienne, recommande l'analyse du quotidien conservateur religieux.
Et pour ceux qui auraient des doutes, la nouvelle configuration électorale ne change toujours rien à la répartition des intentions de vote dans les sondages. Ni la droite, ni le centre-gauche ne dégagent de majorité. En somme, comme dirait un maître de la tragédie, beaucoup de bruit pour rien. Merci beaucoup Pascal et bon dimanche à vous. Alors, c'est beaucoup de bruit pour rien pour vous, Gil Mikhaëli? Non, il y avait des choses quand même très importantes. Je veux juste souligner que pour moi, celui qui a gagné cette semaine, c'est Naftali Bennett. C'est le disciple qui a ministre de la Défense actuel, voilà. Qui a surclassé le maître de manœuvre politique Netanyahou. Et que maintenant, on a trois renards dans l'arène. Il y a Lieberman, Netanyahou et Bennett. Et ces trois-là vont décider probablement de l'avenir d'Israël. Ça vous inquiète, ces trois renards dans le poulailler? C'est pas que ça m'inquiète, ça me déprime. Et pourquoi? Le compte-rendu passionnant me déprime complètement parce que je suis très soucieux d'Israël depuis très longtemps, mais j'y comprends plus rien. C'est-à-dire, je veux dire, la politique israélienne, je me souviens de l'époque où le Likoud et les travaillistes se faisaient face, Begin proposait une alternative quand il est arrivé au pouvoir, tout cela avait un sens, c'était le destin d'Israël qui était en jeu, qu'allions-nous faire des territoires, est-ce qu'il fallait les annexer, est-ce qu'il fallait négocier, dans quelles conditions, après est-ce qu'il fallait s'en séparer sans négociation, tout ça, un horizon. Là, il n'y a plus rien qu'un émiettement infini de partis avec des alliances qui ne sont, compréhensibles que pour les initiés. Les profanes sont perdus et l'analyse que vient de faire Gil Mikhaëli me déprime plus encore parce que si c'est Naftali Bennett qui tire les marrons du feu, ça veut dire que c'est ça qui est extraordinaire, c'est le paradoxe, c'est dans ce climat de compromis, ce sont les extrémistes qui l'emportent. Alors Naftali Bennett il n'est pas tout à fait un extrémiste. Il est le représentant d'un sionisme religieux assez libéral dans ses conceptions politiques et économiques. Il fume du hache, mais à part ça, je veux dire, jamais il ne pendra à restituer. Sans jamais avoir des beffets délirants. Pas encore. Peut-être que si. Justement, on devrait s'interroger sur les méfaits délirants de Naftali Bennett quand il parle des territoires. Ce sont des plaisanteries, naturellement, chers auditeurs. Édouard Dorian-Sipel. N'ayez pas peur. Édouard Dorian-Sipel, une question sur Israël pour conclure. On a 3 minutes. Alors justement, vous pointez ce paradoxe. La société israélienne et Israël, c'est une société avec une vitalité démocratique extraordinaire, avec tous les dangers et toutes les questions majeures. Et ne serait-ce d'abord, je pense que peu de pays au monde peuvent se poser la question tous les jours de savoir si leur existence sera assurée le lendemain. Donc c'est quand même une démocratie qui résiste quand même à cette pression dans sa réalité géopolitique. Mais ne pensez-vous pas que c'est le moment peut-être que Israël réfléchisse, n'est pas victime de son régime politique démocratique? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer quand même un régime démocratique qui permette d'éviter que la combinaison politique, la combination et parfois son sens et son fonction prennent le dessus sur ce qui ressort parfois de volonté des urnes d'Israël? Mais bien sûr, Israël est dans une situation toujours tragique et elle a un régime politique qui n'est pas fait pour affronter la tragédie, qui est hyper démocratique. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec ce régime à la proportionnelle. Et là, on le voit. C'est-à-dire, et c'est toujours pareil, la tragédie israélienne. C'est-à-dire, Israël, c'est David et Goliath en même temps. Goliath avec les territoires et David vis-à-vis de l'Iran. Donc, il y a le problème des territoires qui n'est pas réglé. Et puis, il y a la menace iranienne. Et là, je pense que Netanyahou a raison. Son obsession est absolument légitime. Mais comment voulez-vous... Et là, la question que nous nous posons, à cause de ces combinaisons nées de la proportionnelle, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va pas déboucher sur la même situation de blocage pour la 3e fois? Alors là, c'est vraiment la tragédie. Et là, ce serait... Donc, Israël doit réfléchir maintenant. C'était déjà la critique de De Gaulle pour la 4e, c'est le régime des partis. Israël souffre de ça. Israël doit réfléchir à ses institutions aujourd'hui. Ces institutions ne sont pas adaptées à sa situation. C'est le vœu que vous formez pour Israël dans les semaines qui viennent. Merci infiniment Alain Finkielkraut. Donc c'était On refait la semaine avec vous, désormais institutionnalisé dans l'esprit de nos auditeurs, avec Gil Mikhaëli et avec Édouard Dorian-Sipel, qu'on remercie aussi chaleureusement. Et on retrouve dans un instant les informations.